Je vais commencer par donner les perspectives générales de ma conférence. La prolongation du parcours des études secondaires s'explique par un ensemble de facteurs qui peuvent être situationnels ou non situationnels. Ils interagissent de façon un peu écosystémique et en bout de ligne, ces facteurs-là vont affecter le cheminement scolaire global des adultes. C'est-à-dire, c'est ça qui va expliquer leur prolongation de parcours. Je vais parler essentiellement dans cette communication-là d'une méthodologie issue de l'ethnographie et puis que j'avais développée pour documenter le profil et le parcours d'adultes apprenants sur le point de terminer leur 5e secondaire. C'est important, la 5e secondaire, parce que c'est le premier diplôme d'insertion à l'intérieur du marché du travail, si l'on veut. Alors, les résultats recueillis et traités vont prendre la forme de récits ethnopédagogiques et ces récits vont identifier les facteurs qui vont avoir un impact sur la prolongation des études secondaires de l'adulte, certainement, mais également ceux qui vont permettre à ce même adulte, via son expérience pédagogique et le défi qu'elle pose au monde scolaire et à la recherche en sciences de l'éducation, selon moi, donc qui vont lui permettre de construire les voies de sa propre intégration sociale et de son autonomie. Alors, sur la question de l'ethnographie, je pense que c'est un élément sur lequel on doit se recentrer parce que l'ethnographie, comme méthode d'enquête, on peut dire que c'est la première des méthodes de recherche de type qualitatif. C'est une méthode aussi qui a été utilisée beaucoup dans l'urgence. C'est une méthode qu'on pourrait dire de l'urgence. J'expliquerai pourquoi. C'est une méthode qui est très complexe et qui est très variée également. C'est également une méthode qui est centrée sur l'être humain et son savoir d'ethnosciences, quel qu'il soit. C'est aussi également une méthode qui est centrée sur le déploiement sur le terrain et le travail d'enquête. C'est une méthode qui est co-constructrice, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'informant pour construire notre savoir. En d'autres termes, l'ethnographie est en soi une méthode et suppose diverses méthodologies et divers traitements des résultats. Il y a plusieurs types de méthodes d'ethnographie. Moi, dans mon document, je vais traiter essentiellement d'une. On a une ethnographie qui est faite par observation empirique, une ethnographie qui peut être faite par observation directe, participante ou non participante. Dans certaines disciplines, par exemple, on va demander que la personne se déploie au moins 1 an sur le terrain avant de pouvoir faire état de ses résultats de recherche. Alors, c'est pas... on se déploie pas 2-3 heures, puis oups, on a fait une enquête ethnographique. C'est beaucoup plus complexe. Il y a des enquêtes aussi qui sont mnémotechniques, en ce sens que ce sont des enquêtes qui sont utilisées pour documenter des éléments du passé des éléments du passé auprès d'un individu De cette façon-là, on peut aller chercher, par exemple, des données que la personne a à l'esprit sur une situation qui a existé il y a une 50aine, 60aine d'années, qui a disparu, par exemple. Il y a une ethnographie qu'on va appeler aussi ethnographie in situ. Alors, c'est auto-ethnographie in situ. Alors, c'est la personne qui fait la production de son propre savoir en temps réel, si on veut. On pense, par exemple, aux musiciens qui font aussi parfois de l'auto-ethnographie de performance. Il y a une auto-ethnographie de l'informateur. Enfin, il y a une autoproduction des sources et du travail d'archives. Il y a même également de la recherche fondamentale. Alors, comme l'on voit, la définition qu'on donne à l'ethnographie est assez large et on n'est pas, je pense, habitué à la considérer de cette façon-là. Alors, je vais y aller de ma conférence. Alors, cette conférence portera sur l'utilisation de la filiation de l'ethnographie dans les sciences de l'éducation. Elle répond à une préoccupation éthique qui touche tant la définition de l'objet de recherche que la façon de se déployer sur le terrain ou de traiter des résultats recueillis. Lorsqu'il est question d'adultes apprenants, engagés dans la fin d'un parcours à l'école secondaire, le chercheur il doit s'interroger sur les objectifs qui sont les siens pour s'assurer qu'il laisse un réel espace d'expression à celles et ceux auprès de qui il se déploie. Parce que c'est aussi ça, l'ethnographie. Le fil de ce parcours à l'éducation des adultes comporte en effet un aspect crucial, celui de l'insertion de l'adulte dans une société du savoir comme constructeur lui aussi de ce savoir.
Et je pense que la recherche en éducation des adultes pose en elle-même ce postulat. À cet égard, la formulation des hypothèses de la recherche révélera le positionnement du chercheur assez facilement. Son langage est-il stigmatisant sans qu'il s'en rende compte? Décrocheur, raccrocheur, école de la deuxième chance, école de la dernière chance. Est-il question pour lui de considérer ces adultes comme des égaux sur le plan social? Parce qu'on peut enquêter auprès des personnes qui sont très socialement démunies. Il faut faire attention. Est-ce qu'on se considère, nous, comme étant la personne qui produit de la science, puis l'adulte, comme étant la personne qui dans le fond, nous livrant ce qu'on veut savoir, est un peu écarté du processus de construction du savoir, parce que deux adultes sont égaux. C'est pas une question de conditions économiques. Autre chose, comprend-il le terrain au sein duquel il se déploie? Quand on se déploie à l'éducation des adultes, c'est un type de terrain. À l'école primaire, c'est un autre type, etc. Que cherche-t-il à recueillir? Est-ce qu'il recueille des données ou des témoignages? C'est deux choses différentes. Quelle forme donnera-t-il à ces résultats? Puis à quelle norme devra-t-il se soumettre pour que ces résultats soient publiés? C'est autre chose, ça aussi. Donc, moi, je suis issue d'une tradition ethnographique et je soumets que les outils, que cette méthode nous a légués ont permis à des adultes engagés dans le chemin de l'obtention d'un diplôme d'études secondaires d'exprimer leur voix en recherche. L'ethnographie appliquée à l'andragogie constitue donc un modèle qui va permettre à l'adulte qui est engagé dans un processus d'obtention d'un diplôme d'insertion de première ligne de s'exprimer sous son expérience de la question. Il s'agit d'un cadre éprouvé, mais ce cadre, comme j'ai commencé à l'expliquer, doit être un peu réactualisé. Quand je tiens un diplôme d'insertion de première ligne, hier, j'écoutais une entrevue avec un collègue de Québec. Excusez, j'aurais dû mettre son nom. C'est que il y a le diplôme d'études secondaires, il y a le diplôme d'études professionnelles. Les autres diplômes, ce sont ce qu'on appelle des diplômes de qualification. Ce ne sont pas des diplômes d'insertion sociale. On va donner des qualifications à un adulte qui est très, très en retard, mais on ne lui donnera jamais le diplôme qui est la reconnaissance sociale qui va lui permettre de travailler au même titre qu'un autre individu. Donc, moi, je fais beaucoup d'ethnographie, d'enquête orale et écrite. Et puis, c'est une méthode qui est pratiquée en recherche dans plusieurs champs disciplinaires. On va retrouver cette méthode-là en anthropologie, en linguistique, en ethnologie, en sciences de l'éducation. Les objets de recherche et puis par là, les traditions qui conduisent à l'utilisation de la méthode peuvent varier. Il y a cependant un point commun qui va être celui du déploiement du chercheur vers un terrain au sein duquel l'informateur et non le sujet, comme on utilise assez souvent, l'introduit. Alors, pour lui, son apprenant, en fait, on n'appelle pas ça, en ethnographie, on n'appelle pas ça un sujet de recherche, on appelle ça un informateur, en enquête orale directe. Et cet informateur est considéré comme détenant un savoir particulier. Parce que nous ne pouvons pas détenir, comme chercheurs, le savoir, par exemple, particulier, qui est celui d'un individu qui n'a pas terminé à 25, 30, 35 ans ses études de secondaire et qui n'a pas les diplômes d'insertion. En ethnographie d'enquête orale ou écrite, lorsqu'il s'agit de documenter un savoir, une problématique, un système, un sous-ensemble social, le chercheur établira une relation d'enquête avec l'informateur qui, via des outils et des objectifs de recherche qui vont s'appuyer sur un modèle théorique, qui vont découler d'hypothèses également, contribuera, interagissant avec l'informateur, à la construction d'un savoir. Alors, ce n'est pas quelque chose de si simple que ça. L'informateur en devient co-constructeur via la relation d'enquête. Et en fait, on pourrait dire que l'informateur est un peu auto-ethnographe de son savoir. La relation d'enquête distinguera ce type de méthodologie d'autres méthodologies utilisées en ethnographie, parce qu'on y va directement. Selon un autre type d'approche, l'ethnographie peut s'opérer par une recherche dont la méthode est l'observation participante ou l'observation non participante. C'est pas parce que vous vous déployez 24 heures sur le terrain que vous êtes en situation d'observation participante ou pas. C'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça. Ça nécessite une entente avec le terrain,
etc. Méthode que le chercheur utilise pour produire des données et construire un savoir relativement à un terrain de recherche. Ils vont interagir avec un système auquel ils participent ou ne participent pas, soit par choix ou soit à cause de contraintes intrinsèques ou extrinsèques au système en tant que tel. Il y a des endroits où c'est difficile de faire de l'observation participante. On peut faire de l'observation non participante en exclusion du cercle des participants eux-mêmes. C'est une position qui est assez difficile pour un chercheur. OK? En observation, qu'elle soit participante ou non, le savoir est produit non moins directement par les actants dans le système qu'il ne l'est par le chercheur qui, dans sa situation d'observatoire réfléchi, s'attache à faire état du système lui-même. Ce filtre suppose que l'on considère que cette observation du chercheur soit davantage porteuse de sens ou d'un caractère scientifique que ce ne le serait dans la situation où l'ethnographie orale ou écrite est utilisée. Alors, dans ce cas-ci, on parle plutôt d'auto-ethnographie du chercheur, plutôt que de l'auto-ethnographie de l'informateur. C'est selon les contextes, les circonstances. Il faut pouvoir s'ajuster, il faut pouvoir aussi utiliser les deux types d'ethnographie. Alors, je veux porter ici une attention particulière à une recherche qui associe directement l'adulte apprenant, via la relation d'enquête, à la construction du savoir d'ethnosciences qui porte sur l'expérience à l'éducation des adultes, l'expérience de la prolongation du parcours scolaire. J'ai pu constater, par des recherches d'archives au sein de la discipline, parce que c'est une vieille discipline, l'ethnographie, elle date du 18e siècle, elle précède la recherche qualitative, que cette relation précède les fondements même de la filiation de l'ethnographie et va la distinguer d'autres écoles, par exemple. Alors, ce que je suis en train d'expliquer, c'est dans le fond, c'est que l'ethnographie d'enquête orale, écrite, est différente de l'ethnographie de l'école de l'observation participante ou pas. Et c'est vraiment une méthode qui nous permet d'aller au cœur même du savoir de l'informateur. Alors, toute personne peut être un informateur potentiel, en fait. Et comme mon positionnement est de donner parole à l'informant, je l'appelle l'informant, ici c'est un apprenant adulte, auto-ethnographe et coproducteur de savoir, je me permettrai dans ce qui suit d'étudier la question de la production du savoir de son point de vue plutôt que de celui du chercheur. Il sera conséquemment question d'ethnographie, d'enquête orale ou écrite comme source d'accès au savoir d'ethnosciences. Savoir d'ethnosciences, pour moi, c'est une connaissance qu'a un être humain sur une chose, un objet, une expérience. Ce savoir appartient en propre à celles et ceux qui contribuent volontairement à le construire. La première partie de la conférence traitera de la filiation ethnographique en général. La deuxième partie traitera des résultats de recherche obtenus par transfert de cette méthodologie en sciences de l'éducation. Ce positionnement permet de considérer l'ethnographie comme étant l'une des méthodes scientifiques, selon moi, parmi les plus avancées, en ce qu'elle a pour but d'associer directement et démocratiquement l'informateur à la production des savoirs. Je la considère également, je l'ai dit, comme fondatrice de la méthodologie qualitative sur le plan historique. C'est documenté. On applique en ethnographie d'enquête des méthodes qui vont nous être héritées d'une filiation directe, sans toujours nous positionner relativement à cette perspective historique. Il est cependant intéressant de s'interroger sur le fondement de notre discipline ici au Québec, parce que notre école d'ethnographie est vivante, également innovatrice dans ses objets de recherche. C'est ça qui est intéressant. Les objets de recherche de l'ethnographie au Québec sont extrêmement intéressants. Ce positionnement vis-à-vis de la recherche fondamentale sur la filiation ethnographique m'a conduite à me pencher en 2013 sur les travaux de l'ethnographe Marius Barbeau, dont les archives principales sont au Musée canadien de l'histoire à Ottawa. Je m'étais donné comme but d'étudier certains de ses résultats d'enquête, mais surtout, je m'étais fixé le mandat d'étudier la méthodologie de Barbeau et la perception qu'il avait du rôle de l'informant et de la relation d'enquête comme productrice du savoir. Parce que c'est un type Barbeau qui s'est déployé, entre autres,
sur la côte ouest, aux États-Unis, auprès des peuples Hurons et Iroquois. Et c'est un gars qui est considéré comme un grand chercheur. C'est beaucoup aussi développé, en tout cas on peut en parler longtemps, mais c'est beaucoup développé aussi dans le Canada français et au Québec. Certaines des correspondances de Barbeau conduisaient à la filière américaine ciblant Hewitt. Hewitt, c'est un ethnographe d'origine Tuscarora, donc un scientifique autochtone ayant œuvré durant des décennies au Bureau of American Ethnography. Les archives sont sous la responsabilité du Smithsonian. Alors, il avait pris le mandat de collecter des données sur les premiers peuples, ce que les Américains appellent « the First Americans », dans un contexte de précarisation des modes de vie. Une école que Barbeau nomme d'ailleurs l'école géographique, parce que les ethnographes se sont déployés partout en Amérique, jusqu'en Amérique du Sud même, et dont il est lui-même tributaire et qu'il a défendu. Alors, je me suis déplacée en 2014 dans le cadre d'un programme de recherche intensif à Washington, D.C., au National Anthropological Archives, consulter les travaux d'Hewitt. Parce qu'Hewitt précède de 20-25 ans Barbeau. En fait, c'est Hewitt qui va former Barbeau, et Hewitt va être aussi un fondateur du Bureau of American Ethnography. C'est les principales archives d'ethnographie pratiquement au monde. Et ces archives-là ont été construites autour des personnes autochtones. Je vais expliquer pourquoi. Donc, quand on fait du travail d'archives, on doit s'attribuer un parcours, parce qu'on a des pieds et des pieds linéaires d'archives. Il faut s'établir un parcours. Alors, moi, je voulais surtout étudier la méthode de travail qui était en cours à l'époque, et la sienne propre, comme Tuscarora, comme scientifique, si on veut, iroquoien. En fait, il est aussi français d'origine, Hewitt. Ainsi que la perception qu'Hewitt avait de la relation d'enquête et du rôle de l'informant. Je voulais également comparer les méthodes de l'ethnographie pratiquées par Barbeau, d'une part, et pratiquées par Hewitt, d'autre part, sur la question de l'ethnoscience des premiers peuples. Parce que c'est vraiment les premiers peuples qui ont forgé l'ethnographie en Amérique du Nord. Plusieurs éléments vont associer Barbeau et Hewitt sur le plan de l'épistémologie. D'abord, l'objet de leur recherche a porté sur l'ethnoscience des peuples iroquois et hurons. Pour Barbeau, dans les débuts de sa carrière, et pour Hewitt, toute sa vie active. Il a été 50 ans enquêteur, là, pas 20 ans, là, il a enquêté 50 ans. Il est intéressant d'ailleurs de noter que Barbeau a spécialisé ses travaux en direction de la communauté à laquelle il appartenait par la suite, parce que Hewitt a spécialisé les siens vers sa communauté. En fait, après avoir étudié les peuples et on va dire Hurons, dans le cas de Barbeau, Barbeau est allé beaucoup sur la côte ouest, entre autres choses, mais aussi beaucoup étudié l'ethnographie des francophones du Québec. C'est très, très intéressant, très varié. Leur collecte également trouve son fondement dans les méthodes de l'ethnographie, qui, en Amérique, s'est développée à partir de l'urgence de la collecte du savoir d'ethnoscience des premiers peuples qui avaient habité le territoire. Autre élément, les deux préconisent un transfert de la méthodologie et des résultats à des fins d'enseignement. Et ça, c'est très intéressant. Barbeau, en enseignement universitaire en 1944, et Hewitt, dans l'idée de créer des programmes de cours destinés aux peuples autochtones spécifiquement, en 1912. On sait qu'encore aujourd'hui, la proposition de ce dernier, malgré sa grande valeur pour les sciences de l'éducation, selon moi, les propositions de ce dernier, donc, n'ont pas été implantées. À la place, on a vu le régime des pensionnats pour Indiens, et puis les conséquences de la politique d'assimilation vont ramener cette urgence à l'ordre du jour. Et ceux qui sont en train de gérer cette urgence-là, évidemment, ce sont vraiment les premiers peuples, plutôt que quiconque, je crois.
Enfin, les deux chercheurs décrivent avec beaucoup de respect le savoir des informatrices et informateurs auxquels ils se sont adressés. On peut dire donc que les informateurs, informatrices autochtones et métis vont être les principaux fondateurs d'un savoir savant américain, dont les résultats aient été ou publiés de façon scientifique ou archivés pour fin de leur conservation. Je conçois conséquemment que la méthodologie de l'ethnographie et ses méthodes trouvent leur appui sur ces informateurs et que l'objet de la recherche renvoie à la notion de fondement de la recherche qualitative, en ce sens que l'ethnographie précède l'établissement de la recherche qualitative sur le plan chronologique. Si l'informateur a un rôle très important, le portrait de ces premiers informateurs de l'ethnographie moderne américaine, dont le savoir a influencé la discipline, est mal dessiné. Très peu de gens qui savent ça, que l'ethnographie s'est fondée sur le savoir d'ethnosciences de gens dits très ordinaires, qui en fait fonctionnait beaucoup par tradition orale, une tradition orale qui est très profonde et peut-être une tradition orale dont on ne prendrait pas le temps qu'il est nécessaire pour la comprendre. Pour comprendre une tradition orale, il faut avoir le temps d'écouter jusqu'à un certain point cette tradition-là. Et puis, si on ne prend pas le temps d'écouter, on ne comprendra pas ce que c'est qu'une tradition orale. C'est aussi simple que ça. Cette perception va d'ailleurs être apportée par J.C. Wallace dans un ouvrage d'importance sur les conséquences des politiques du président Jefferson sur le destin des premiers peuples. L'ouvrage a pour titre « Jefferson and the Indians, the Tragic Fate of the First Americans ». Et là-dedans, il discute des travaux de Volney. Volney, qui est un philosophe français qui est venu, en fait, fonder le courant d'ethnographie aux États-Unis. Un scientifique, donc, de l'époque de la Révolution qui se consacrait à l'étude comparée des peuples. Et ça va l'amener dans l'entourage de Jefferson. Parce que Jefferson avait une fascination pour les peuples autochtones, mais une fascination qui était relativement... qui était en fait très malsaine. Il y avait une fascination de leur éloquence, mais en même temps, il y avait un désir de les repousser jusqu'aux extrêmes limites de leur propre territoire, ce qu'il a fait. Alors, Wallace explique que cette étude comparée est a nascent discipline. Voyez-vous, on est à la fin du 18e siècle. A nascent discipline, parlant de Volney, le scientifique français, a mix of what now might be called cultural anthropology or ethnology, comparative sociology, political science, and human geography. Wallace rapporte, entre autres, qu'à la fin du 18e siècle, Volney s'était déplacé, assisté d'un proto-linguiste qui s'appelle Wells, rencontré l'informant de la tribu des Miami, Little Turtle, un des derniers survivants de sa caste à lui, de qui il avait recueilli un savoir d'ethnosciences variées et à qui, du fait de son érudition et de son éloquence et de sa résilience, il vouait un grand respect. Volney avait une perspective de recherche ancrée dans la modernité scientifique que Wallace décrit en ces termes. Volney's main contribution to development of ethnology lay in method. His remarkable innovation was that his field work was conducted in a purely scholarly enterprise. It was not an incidental byproduct of diplomatic, commercial, or military expedition. Alors, c'est un indépendant, c'est un scientifique indépendant. Or even a tour undertaken for pleasure and adventure. Le gars qui se promenait un peu partout dans le monde puis qui, dans son carnet, recueillait toutes sortes de documentation sur les peuples. Volney was a resident professional observer who learned the language of the peoples he intended to study and recorded data systematically, very much in the style of 20th century ethnographer. Ce que je veux dire par là, c'est que dès la fin du 18e siècle, la question de l'indépendance en recherche ethnographique, l'indépendance du chercheur est posée par Volney. Et c'est extrêmement intéressant. C'est nommé aux États-Unis, ce courant-là, le French Enlightenment Ethnography. Et
Cette épistémologie, donc cette façon de construire des données, pourrait expliquer que ce travail ait été ignoré d'ailleurs complètement par Jefferson, dont la conception scientifique était étroite et empreinte d'un grand racisme. On sait que les politiques de ce président, particulièrement celles qu'on appelle des land companies, ont eu pour les premiers Américains des conséquences tragiques qui se sont mesurées par la disparition rapide de nombreuses populations. Très rapide, la déportation et l'érase des populations restantes, ainsi que la tentative de leur enfermement dans les réserves après une prise systématique et organisée des territoires sur lesquels ils habitaient. Il ne faut quand même pas oublier ça. Alors, je trouve que c'est important de noter que l'ethnographie trouve son fondement dans au travers de ce questionnement. Alors, moi, j'ai trouvé la filiation qui avait influencé mes travaux dans cette même modernité et dont la méthodologie et les méthodes se sont traduites par une recherche intéressante et prolifique. En fait, cette école a été répercutée à l'Université Laval, entre autres choses, en géographie humaine. Et moi, par la suite, je l'ai répercutée dans mon programme de recherche, mais c'est en allant dans les archives des fondateurs que j'ai comme découvert ces éléments très importants. Alors, je l'ai fait en géographie humaine, entre autres dans une tradition développée par Henri Dorion, le géographe, et en ethnolinguistique. Alors, j'ai mené des travaux en toponymie, microtoponymie dans le Kamouraska. Et puis, par la suite, j'ai transféré ma méthodologie pour l'adapter au contexte urbain. Et je l'ai fait maintenant en sciences de l'éducation en univers social dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. J'avais 4 méthodes d'enquête qui ont structuré mon intervention. Au Québec, on peut, surtout en ethnolinguistique, là, on peut parler d'Hélène Hudon et puis de Jean Poirier. Jean Poirier, c'est en 54, Hélène Hudon, c'est en 86. Hélène Hudon, elle donne une méthode d'enquête en ethnographie pour enquêter sur les noms de lieux. Et puis pour, si on veut, refaire les cartes géographiques. C'est cette méthode qu'on a développée ici au Québec qui a structuré la méthode de l'ONU quand il est question de la réécriture des cartes. Poirier, beaucoup en entrevue d'enquête orale, il discute beaucoup de la façon de travailler avec l'informant. Et puis, c'est ce genre de guide-là, en fait, permettent à la recherche de se dérouler en se reposant sur plusieurs principes de base adaptés sur le terrain selon les circonstances. Et puis, bon, ensuite, j'ai 2 autres méthodes de recherche que j'ai utilisées qui proviennent de Martine Roberge, qui est de l'Université Laval. La première se destine à l'enquête orale selon un contexte général, et puis elle va faire une large place à la notion d'informateur. Martine Roberge décrit très bien ce qu'est un informateur et les types d'informateurs. Et la seconde est conçue dans la même logique, mais elle est orientée davantage en fonction de l'enquête ethnographique en contexte urbain. Moi, je trouve que c'est important en sciences de l'éducation parce que l'école montréalaise, c'est un contexte urbain, c'est un contexte qui est particulier. Il faut prendre le temps de connaître notre écosystème. En fait, en guise de synthèse aussi, j'ai produit mes propres méthodes de recherche, de traitement de données sur le terrain. Alors, j'ai débuté des recherches en sciences de l'éducation dans le champ de l'éducation des adultes à partir des années 2010. Comme assise de mon épistémologie, je me suis appuyée sur les observations empiriques qu'avaient suscité en moi 20 ans de pratique comme enseignante de français auprès des adultes en processus de scolarisation au sein de l'école publique montréalaise. Je trouve ça important de le dire. Je me suis également fondée sur mon expérience de l'ethnographie d'enquête, ainsi que sur une étude très variée des bibliographies de mon champ. Parce qu'en éducation des adultes, on a des bibliographies quand même assez complexes. Alors, c'est certain que le positionnement dû à la praxis est reconnu par les théoriciens des sciences de l'éducation, comme en témoigne Van der Maren, lorsqu'il explique que la praxis est utilisée dans la construction des données empiriques. Comme les apprenants adultes, alors là, je transfère du chercheur vers les apprenants, parce que mes apprenants deviennent mes experts, en fait. Comme les apprenants adultes sont en mesure de décrire également leur expérience et qu'ils possèdent un profil andragogique, ce sont des adultes comme nous, il m'est paru intéressant de les faire contribuer, eux aussi,
à la construction des savoirs par l'intermédiaire d'un protocole ethnographique approfondi, et puis que ma pratique m'a permis de proposer à la recherche. Alors, ça m'amène à discuter de la question des méthodologies de recherche destinées à la collecte du savoir d'expérience d'adultes en processus de scolarisation et l'éducation des adultes, à savoir les femmes et hommes engagés dans une formation, comme je l'ai dit, devant les conduire à l'obtention d'un premier diplôme de qualification pour le marché du travail. Et moi, je trouve que ça vaut la peine de se pencher sur cette question-là parce que dans un cas complexe comme celui-là, on est à risque que ce soit davantage le chercheur que l'adulte auquel il s'adresse qui construise les données. Si, à titre d'exemple, les méthodologies de type quantitative, comme par exemple les grandes enquêtes nationales sur les profils des apprenants, les réformes, la formation à l'emploi, la littératie, l'alphabétisation, que commandent les ministères, les organismes gouvernementaux, l'UNESCO, vont être utiles pour dresser un portrait statistique, ce qu'on appelle maintenant des indicateurs du milieu, des populations. Elles ne vont pas offrir de fenêtres d'observation approfondies de ce qui se passe à l'éducation des adultes, et puis non plus que des thématiques. Alors, moi, je pensais plus particulièrement aussi ici aux notions de lien entre le parcours pédagogique et le parcours de vie, au concept de la relation pédagogique et de la pédagogie individualisée, puis à la question cruciale de l'espace de l'insertion sociale aussi. Et je me suis toujours demandé pourquoi on n'avait jamais, en sciences de l'éducation, mené de protocole de recherche auprès des finissants. Ça m'apparaît intéressant de voir comment ces gens-là obtiennent leur diplôme d'études secondaires. Alors, pour moi, il ne s'agit pas d'étudier cet adulte peu scolarisé ou moins choyé en termes de diplôme, mais bel et bien de lui laisser un espace d'expression scientifique propre qui va lui permettre de documenter librement son apport à la construction de notre savoir comme chercheur ou comme groupe scientifique. Les récits de vie ethnopédagogiques permettent d'aller à la source donc de leur savoir puis de les laisser discourir sur leur parcours, soit de vie, soit pédagogique, et puis les deux étant liés, j'en ai parlé. Alors, ce qui est bon pour une personne moins scolarisée, ou tout ce qu'elle est, ou ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle n'a pas, ne se détermine pas par l'autre étant la société, le chercheur, l'université, le gouvernement, mais par la personne elle-même. Alors moi, c'est vraiment une proposition de cette nature que je fais. Alors, cette recherche repose sur l'hypothèse que l'établissement d'un tel profil socio-pédagogique, qui est conçu pour la formation générale des adultes, va nous permettre de comprendre, d'expliquer les éléments du parcours scolaire et du parcours de vie de l'adulte qui l'ont conduit à prolonger ses études secondaires. Exprimé sous forme de questions, on pourra tout simplement se demander de quelle façon on peut comprendre et expliquer cette prolongation du parcours, et non juste la constater. Parce que si on ne fait que constater qu'il y a une prolongation du parcours, on ne pourra pas comprendre qu'est-ce qui, dans cet écosystème, fait qu'il y a une prolongation de parcours. Comme il était aussi question de documenter la fin de cette prolongation, je me suis dit, je vais travailler avec des finissants. Et puis, je l'ai expliqué, je trouvais ça important. Alors, pour moi, c'était important de travailler avec des gens qui étaient en 4e, 5e secondaire à l'éducation des adultes. Je me suis dit, je vais aller travailler dans une classe de français aussi. Je vais contacter une enseignante, je vais lui demander si je peux avoir accès aux finissants du centre, etc. Je vais lui demander si je peux aller dans sa classe parce que dans une classe, on a un écosystème aussi.
c'est pas de rencontrer des gens dans des focus groups hors de leur contexte. On va à l'école, on regroupe les finissants de la classe qui terminent la 4e, 5e secondaire, et puis on discute de tout ça. Alors, pour moi, c'était plus facile aussi parce que j'ai enseigné 20 ans. Alors, je sais ce que c'est qu'une classe de français. Une classe de français, c'est très différent d'une classe de mathématiques. Une classe de français, il y a toujours une proximité émotive entre le professeur de français puis les apprenants à cause des types d'évaluations qui sont demandés, par exemple. Alors, éventuellement, on aurait pu aller en mathématiques aussi. Je me suis appuyée, évidemment, sur un modèle andragogique. Et puis, je pourrais m'appuyer sur plusieurs. J'ai choisi de m'appuyer sur le modèle humaniste. Et puis, c'est Yves Bertrand, dans un ouvrage de synthèse sur les modèles pédagogiques, qui explique que les fondateurs de l'éducation permanente, en 1968 au Québec, se sont appuyés sur le courant de Carl Rogers, le philosophe américain, et ça se démontre à partir de l'opération départ. C'est un rapport en 5 volumes à l'époque, à la fin des années 60, qui avait été publié par la Direction générale de l'éducation permanente. Et ça émanait d'une recherche sur la question de l'éducation permanente. C'était la première recherche sur la question de l'éducation permanente au Québec. Et on va situer ce rapport, évidemment, dans la foulée de la publication du rapport Parent, qui est très important pour l'éducation permanente. Et ce courant humaniste-là va fortement influencer la pédagogie destinée aux adultes au Québec, ce qu'on a appelé l'andragogie par la suite. Et ça va être une source d'inspiration dans l'argumentaire du débat pour l'égalité des chances, dont les enjeux sont encore en cours dans les milieux de la formation générale des adultes. On ne pourrait pas dire en ce moment que cette philosophie humaniste soit disparue une quarantaine, une cinquantaine d'années après du milieu. Bien au contraire. Alors, c'est quoi les 3 dimensions? C'est qu'on est centré sur la personne. On a une centration sur la personne, une dimension sociale de la personne. Alors, on se centre sur la personne tout en disant que cette personne-là aussi est une personne sociale. Et on parle de l'expérience de l'éducation presque dans un sens phénoménologique, puisqu'il est question de, entre guillemets, le s'éduquant. Citant le groupe rédacteur du rapport, Bertrand relève que l'éducation, de ce point de vue, est une expérience qui prend naissance, s'effectue et se termine dans la personne de celui, je rajoute de celle, qui s'éduque. Nous avons pris l'habitude de dire le s'éduquant. Et celle-ci ou celui-ci agirait, toujours selon ce point de vue, dans un environnement éducatif, à savoir l'éducation des adultes, par exemple, opérant nécessairement en fonction d'un processus éducatif. Alors, c'est un ensemble structuré et dynamique d'interaction entre la personne s'éduquant et l'environnement éducatif tel que perçu et vécu par la personne qui s'éduque. Alors, voyez-vous la perspective. C'est pas que j'ai choisi un modèle qui aille bien avec mon ethnographie, parce qu'en fait, le courant du self-directed learning va un petit peu dans le même sens. C'est juste que je me rends compte que les modèles théoriques qui s'appliquent à l'éducation des adultes ont besoin d'être ancrés dans une perspective humaniste. Et ma perspective en ethnographie, d'enquête, j'essaie aussi de l'appuyer sur ce genre de modèle-là. D'ailleurs, en tout cas, ça nous dirige vers, jusqu'à un certain point, la laïcité, mais on pourrait revenir là-dessus. Alors, je suis dans un centre en contexte rural. Pourquoi j'ai choisi un contexte rural? C'est parce que je trouve que c'est un plus petit milieu, c'est plus écosystémique.
Je suis dans une classe de français, j'ai rencontré l'orthopédagogue, j'ai rencontré le directeur, j'ai rencontré la professeure de français. Là, je suis en train de rencontrer les adultes. D'ailleurs, j'ai rencontré les adultes avant, mais bon, dans mes rencontres préliminaires, etc. Alors, dans sa classe, moi, j'ai eu 5 adultes âgés de 18 à 30 ans, 3 femmes, 2 hommes, qui ont participé à la recherche, c'est-à-dire la presque totalité des adultes finissants du Centre d'éducation des adultes où je suis allée à la rencontre des informants. Ça vous donne une idée que c'est une petite place. Ils m'ont été présentés par l'enseignante de français, qui participait également à la recherche, dans une perspective des fois contrastive, parfois ethnopédagogique. Et puis, j'ai rencontré aussi l'orthopédagogue. Mais quand je suis arrivée là, je me suis dit, bon, quel questionnaire je vais utiliser? Parce que moi, des questionnaires, j'en connaissais pas. J'en connaissais normés pour la psychologie, mais je voulais pas avoir un portrait psychologique du profil de détresse ou des sentiments d'autosatisfaction, etc. Je voulais pas m'en aller dans un déploiement qui touche la recherche quantitative en psychologie. Il y a des gens qui l'ont fait. Et puis, ça a été très bien fait, d'ailleurs. Alors, je me suis dit, je vais concevoir mes propres instruments de recherche en m'appuyant sur ce que je connais, en m'appuyant sur mes acquis. Et puis, j'ai utilisé 4 questionnaires distincts pour cette enquête-là, mais seul le premier, qui est destiné à la construction des récits ethnopédagogiques, est développé ici. Et c'est un questionnaire que j'ai appelé questionnaire socio-pédagogique et qui s'adresse aux apprenants. Il comporte 207 questions. C'est beaucoup. C'est un questionnaire écrit. Comme vous voyez, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas allée dans l'enquête orale. Premièrement, ça aurait été impossible. Je n'aurais pas pu interroger autant de personnes. Et puis, il y a un certain danger de dérive dans les enquêtes orales quand on n'est pas habitué. OK. Donc, il comporte 207 questions qui vont être réparties en 11 profils. Et puis, chacun de ces profils-là sert à l'accumulation du savoir, établissant le portrait puis le parcours global des adultes. Si on fait une lecture verticale de l'ensemble de ces profils, on a un récit. Je l'ai conçu comme ça. Je n'ai pas conçu mon questionnaire pour dire, bon, ben voilà des données, puis on va étudier ces données-là, on va les coder. J'ai fait un questionnaire et je me suis dit, enlève ton questionnaire pour qu'il y ait une possibilité de récit, une parole. Si tu traites ton questionnaire de façon horizontale, tu peux faire des croisements entre les personnes, mais chacun est autonome de son propre récit. C'est un questionnaire qu'on appelle en recherche ethnographique semi-ouvert, semi-fermé. Ça semble paradoxal, mais c'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Les résultats vont être formulés par écrit par l'informant ou l'adulte qui va utiliser son crayon pour répondre. Ils sont très habitués à ça. Hein? Pour ceux qui sont à l'éducation des adultes, ils sont souvent habitués à travailler avec du matériel où ils ont à répondre à des questions. Alors, pour eux, 207 questions comme ça qui sont réparties dans des profils, c'est pas quelque chose qui leur apparaît une tâche énorme. Par contre, ce serait des questionnaires qu'on ne pourrait pas utiliser avec des apprenants qui débutent en secondaire 1 ou 2, parce qu'il y a trop de lecture. Mais un bon scripteur, un bon lecteur, ça roule, ça va bien. Moi, je voulais quand même qu'il y ait une interaction d'enquête orale avec mes informateurs. Alors, je le présente globalement. Et puis, tous les informants, par la suite, ils répondent par écrit, profil par profil. Et puis, on ne peut pas passer à un nouveau profil sans que tout le monde ait fini le profil en cours. Ça, c'est pour éviter l'accélération, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment ça accélérer. Puis, c'est pas nécessairement... Je voulais quand même un minimum de réflexion. Et puis, ça favorise les rétroactions aussi entre les personnes et l'enquêteur. Et puis, ça permet à l'enquêteur d'offrir un soutien aussi, parce qu'il y a quand même des gens qui ont de graves difficultés d'apprentissage. Ça a été calibré par le Bureau de recherche, de la recherche quantitative de l'Université de Montréal, mais dans sa forme ethnographique, c'est un outil qui ne nécessite pas trop de lecture de la part de l'informant.
Comme parfois, en recherche quantitative, il y a beaucoup de lectures à faire, du cochage, de la lecture. Je ne voulais pas ça non plus. Et puis, qui va faire état de situations dont il est le seul expert. Quand on n'a pas vécu cette expérience-là, on ne peut pas répondre à ce questionnaire-là jusqu'à un certain point. Et alors, voici les profils. Bon, profil, c'est le donné de base, là, âge, sexe, lieu de naissance, lieu d'habitation et avec qui la personne vit. Profil 2, c'est un profil d'éducation des adultes. Alors, ça va recueillir des données sur le parcours à l'éducation des adultes uniquement. Les attentes vis-à-vis du milieu, les attentes vis-à-vis des professeurs, la date de départ du secteur des jeunes, l'âge au moment du départ, le niveau scolaire, les raisons du départ, le temps écoulé avant de rejoindre la formation générale des adultes, les centres fréquentés, le temps de fréquentation, les différences senties entre l'école secondaire et le centre d'éducation des adultes, les raisons de la fréquentation, les horaires, les absences, l'engagement dans un programme d'emploi Québec, la progression, à savoir les cycles de départ dans toutes les matières, versus les cycles actuels par rapport au temps réel et au temps ministériel imparti. Le profil de formation, les acquis formels en termes de crédit, les tests de classement, la récupération en regard de la perception de leur utilité. Ensuite, il y a un profil qui s'appelle personnel. Alors, on essaie de comprendre qui est cet adulte-là dans sa vie personnelle. C'est quoi sa situation familiale? On le sait, la situation familiale va influencer. Est-ce qu'il y a des conjoints? Est-ce qu'il y a des enfants? Ensuite, est-ce qu'il y a, quel type de garde cet adulte-là a vécu étant plus jeune? Voyez-vous? Est-ce qu'il a vécu dans une famille nucléaire, une famille monoparentale, une famille recomposée? Tu sais, quand on fait affaire à des gens de 18, 20, 22, 23 ans, ce sont des données qui sont pertinentes. Le profil 4, travail, permet à l'adulte de faire état du travail rémunéré qui l'occupe, son nombre d'heures passées à travailler. Il y en a qui travaillent 30 heures par semaine, qui vont 25 heures à l'école. De son parcours de travailleur, c'est quoi qu'il faisait comme travailleur avant? C'est quoi qu'elle faisait comme travailleuse avant? Est-ce qu'elle aime son travail? C'est quoi qu'elle souhaiterait comme travail quand elle va sortir de ses études ou quand il va sortir? J'ai un profil sur la technologie aussi. C'est quoi les liens de l'adulte avec l'éthique? Est-ce qu'il y a un ordinateur? C'est quoi son temps de navigation? C'est quoi son profil de jeu? C'est quoi son utilisation des réseaux sociaux? Comment utilise-t-il son cellulaire, les messages textes? C'est quoi son temps passé devant la TV? Etc. C'est des données qui sont importantes aussi pour comprendre en 2014, en fait, 2015, ce qui se passe. J'ai un profil d'habileté. Ça permet de faire état des talents de l'adulte et de la valorisation de ces derniers, parce que ces gens-là vont se valoriser aussi. Tout le monde a besoin de se valoriser. On s'intéresse ici à sa latéralité, gaucher, droitier, ambidextre. C'est quoi ses habiletés manuelles? Est-ce qu'il fait des sports? C'est quoi ses loisirs et passe-temps? Il y en a beaucoup qui font de la musique. Il y en a beaucoup qui lisent. Il y en a beaucoup qui s'expriment par de la musique, de la poésie, des paroles de chansons. Les filles, le journal intime est très important. Il y en a qui chantent, qui font du théâtre, qui font de l'impro, qui sont assez artistiques, qui font de la danse, de la création vestimentaire, de l'artisanat. Alors, les adultes de la formation générale des adultes se valorisent souvent par des activités à caractère créatif. Ça correspond aussi à certains profils. Quand on fait, par exemple, les personnes dyslexiques, on retrouve beaucoup de goût pour la musique, par exemple, chez les personnes dyslexiques, parce qu'ils peuvent se valoriser. C'est un autre type de langage. Bon, j'avais remarqué ça, moi, en travaillant avec ces gens-là, et puis il y a des chercheurs maintenant qui sont en train de se pencher là-dessus. Les profils 7 et 8, évidemment, c'est le parcours au primaire ou au secondaire. Ça, c'est ça qui est le plus important. Ça va permettre d'établir un profil très serré de la trajectoire des apprenants. C'est combien de nombre d'écoles qu'il a fait? Est-ce qu'il y a des redoublements? Est-ce qu'il y a des retards scolaires qui soient perçus objectivement ou subjectivement? Est-ce qu'il y a des diagnostics de troubles d'apprentissage, des problèmes d'intégration, des accès à des services spécialisés, de la violence par les pairs, du rejet,
des activités parascolaires, des classes spéciales. Est-ce que l'appui à la réussite scolaire était présent à la maison? C'est quoi les raisons de son départ du secondaire? Est-ce qu'il referait le même départ? Est-ce qu'il maintiendrait sa décision? Quelle évaluation font-ils des campagnes contre le décrochage scolaire? Et ça, tant pour le primaire et le secondaire. C'est-à-dire, la question sur l'évaluation, ça porte plutôt pour le secondaire. Je les ai interrogés aussi sur leurs souvenirs à l'âge préscolaire. Est-ce qu'ils ont des souvenirs de l'âge préscolaire? Et puis, en bout de ligne, j'ai un profil de famille aussi qui permet de dresser les antécédents familiaux de l'adulte. Tant où est-ce qu'il a vécu dans sa famille, les membres de sa famille qu'il a connus, les tuteurs, la fratrie, etc. Alors, comme vous voyez, c'est assez complexe, excepté que si on regarde, par exemple, ce que ça peut donner en termes de récit, puis je voulais terminer ma lecture par ça. Je vais vous lire un de ces récits-là. On efface les questionnaires, et puis j'avais 5 adultes, et ce que je vous lis, c'est le récit d'Alexandra. Vous verrez qu'elle n'a pas répondu à toutes les questions, parce que toutes les questions ne la concernent pas. Et puis j'ai enlevé 2 profils, qui sont le profil artistique, puis un peu le profil technologique et de travail, parce que je voulais vraiment me centrer sur l'expérience scolaire. Vous allez voir, moi, je trouve que c'est très touchant. OK. Née en Estrie, Alexandra est âgée de 18 ans au moment de la recherche et habite le village avec son père, sa sœur et son frère. En venant à l'éducation des adultes, Alexandra s'attend à terminer ses études secondaires pour avoir son diplôme. Elle souhaite que ses professeurs de mathématiques et de français répondent à ses interrogations et qu'ils l'aident à comprendre quand elle en a besoin, qu'il soit patient. Alexandra a quitté l'école 2 ans auparavant. Elle était rendue en mathématiques de 5e secondaire, en français de 4e secondaire et en anglais de 3e secondaire. Elle a quitté ses études parce qu'elle était trop vieille, selon elle, pour rester à l'école. Elle avait accumulé du retard et parce qu'elle se faisait, comme elle dit, écœurer. C'est le terme qu'elle a utilisé. Il s'est donc écoulé 2 ans entre son départ de l'école secondaire et son inscription à son premier centre d'éducation des adultes, qui est le centre A. Elle fréquente ce centre depuis un certain nombre de mois, et c'est le peu d'études qu'il lui reste à faire afin d'obtenir son diplôme d'études secondaires qui l'a motivée à s'y inscrire. Elle trouve le centre différent de l'école secondaire, car les gens sont plus matures, l'atmosphère est plus propice aux études, tout le monde est intégré et qu'ils forment tous une famille. Le fait qu'ils forment tous une famille, que les enseignants aient une très grande disponibilité, le fait que tout le monde se connaisse et qu'ils puissent tous s'entraider, distingue le centre A des autres centres. Mais je pense que c'est son premier centre à elle. De plus, elle est très jeune, les étudiants s'y amusent, c'est important, et ils profitent de plusieurs activités. Elle est au centre A car elle veut obtenir son diplôme d'études secondaires, bien sûr, mais parce qu'elle veut s'instruire davantage. C'est pas un terme qu'on emploie beaucoup, hein? Mais à l'éducation des adultes, on l'entend souvent. « Ah, moi, je veux m'instruire. » Elle est inscrite à 27h30 de cours qu'elle suit toute la journée et elle considère qu'elle ne rate jamais d'heures de cours. En note d'importance, les 3 seules raisons qui lui feraient manquer de l'école seraient une tempête, une maladie ou un décès d'un membre de sa famille. C'est des questions que je posais comme ça. Voyez-vous, elle a un certain plafonnement, par exemple. On va comprendre pourquoi. Elle est actuellement en 4e secondaire en français. Elle a terminé sa 5e secondaire en mathématiques. Ça arrive souvent, elle termine les maths avant le français. Et elle est de niveau 3e secondaire en anglais. Elle ne suit aucun autre cours. Lorsqu'elle est arrivée, elle a été classée en français de 4, au 2e cahier, PPA 4062 en fait. Elle a pris 1 an pour se rendre où elle est rendue. Alors, ça lui a pris 1 an, finalement, jusqu'à un certain point, être capable de finir son secondaire 4, alors qu'elle était déjà au secondaire 4 à l'école secondaire qu'elle a quittée dans son village. Elle suit un profil de formation, elle suit le temps de ce profil, et puis elle avait des acquis dans d'autres matières, et puis elle a dû aller en récupération en anglais, ce qui l'aide. Mais si on regarde au secondaire, elle n'a pas fréquenté le même établissement secondaire au secteur des jeunes. Elle a été à une école secondaire en Estrie, de la première à la secondaire à la 4e secondaire, un déménagement de 500 km. Ça change sa trajectoire.
Elle reste 4 mois à l'école secondaire du village. On la remet en 3e secondaire. Elle redouble son français, puis en fait, tout son 3e secondaire, en fait. Par contre, elle-même, elle ne considère pas avoir eu de retard scolaire. Elle n'a pas eu de diagnostic de troubles d'apprentissage. Elle n'avait pas de troubles de comportement, selon elle. Elle n'a pas fait face à des problèmes d'intégration. Elle faisait même partie de la section dessin du journal. Elle adorait l'art plastique, etc. De son point de vue, de son aveu, elle n'a pas fréquenté classe spéciale non plus. Alexandra n'a pas de reconnaissance pour ses enseignants. Je leur demandais s'ils avaient de la reconnaissance pour leurs enseignants, pas à l'éducation des adultes, au primaire et secondaire, à l'exception de sa prof de sciences en secondaire 3. Elle n'a pas de reconnaissance envers ses directrices, ses directeurs, ce qui est un peu normal pour un adolescent. Et puis, l'appui à la réussite scolaire était présent à la maison. Ses meilleurs amis l'aidaient dans ses travaux. Elle va accorder une grande importance à l'école secondaire. Et si on revenait à l'année précédente, elle le dit, elle n'aurait pas décroché. C'est sa nouvelle polyvalente qui lui a donné le goût de partir. Avant d'arriver à cette école, qui n'avait pas, selon elle, un bon fonctionnement, elle avait une expérience positive au secondaire. Elle a quitté l'école secondaire car la division des classes, alors là, on la voit faire une critique de son reclassement au secondaire. Elle ne regrette pas la décision d'être partie, mais elle regrette beaucoup le déménagement. Elle soutient que si elle avait été en Estrie, elle aurait terminé son secondaire. Et puis que son décrochage est lié à la gestion de la nouvelle polyvalente. Si c'était à refaire, elle ne referait pas. Bon, toute la question des déménagements, tout d'un coup, on se rend compte que c'est très important pour elle. Et puis, on va comprendre pourquoi dans le parcours au primaire. Elle ne se sent pas concernée, d'ailleurs, par les campagnes de décrochage qu'elle dit. Elle n'a pas fréquenté la même école primaire non plus. Elle a été à 4 écoles primaires différentes. Alors là, on commence à comprendre un peu le parcours. La plupart en Estrie, mais une en Gaspésie. Elle ajoute que les changements d'école ont nui à ses études. Je comprends. Elle a changé 4 fois d'école primaire. Elle a redoublé sa 2e année du primaire car les lois n'étaient pas les mêmes en Estrie qu'en Gaspésie. Alors, on voit toute la question du reclassement. On reproche à l'éducation des adultes de reclasser, mais est-ce que ça se peut aussi que l'école primaire, l'école secondaire reclasse aussi? Elle dit qu'elle n'a pas reçu de diagnostic de troubles d'apprentissage, qu'elle n'avait pas de troubles de comportement au primaire, qu'elle n'avait pas de troubles d'intégration non plus. Pourquoi? Elle a toujours été avec son jumeau et sa sœur. Même les professeurs remarquaient leur facilité d'intégration dans les différentes écoles. Ils ont dû se faire dire ça, enfin, quand tu changes 4 fois d'école. Elle a reçu des services spécialisés. Elle dit qu'elle n'a pas souffert ni de la violence ni du rejet parce qu'elle faisait beaucoup d'activités parascolaires, qu'elle avait une moyenne générale aux alentours de 70, puis qu'elle a fait plusieurs classes multiniveaux, ce qui est normal à la campagne. Elle n'a pas encore une grande reconnaissance envers ses enseignants. Et puis, elle dit que l'appui à la réussite scolaire était présent à la maison. Elle dit que son frère jumeau et le service d'accompagnement ont devoir l'aider. Et elle dit ceci, elle accorde à l'école primaire une importance car c'est une phase de la vie où l'on crée sa place. Tout commence là. Son expérience avec l'école primaire a été positive à cause des amis, mais elle n'a pas aimé changer d'école primaire. Elle aurait voulu rester à la même école. Elle dit qu'elle a des souvenirs antérieurs à 6 ans. Et puis, si on regarde sa situation familiale, on comprend beaucoup mieux, voyez-vous. Elle a toujours vécu dans sa famille. Il n'y a aucun membre de sa famille qu'elle n'a pas connu. Sa mère est mère au foyer. Elle a eu 6 enfants, ce qui est beaucoup pour quelqu'un de sa génération. Son père travaille pour une compagnie de produits. Le niveau de scolarité de ses parents s'arrête à l'école primaire. Elle a 3 sœurs et 2 frères. Ils ont tous les mêmes parents. Sa sœur aînée a 22 ans. Elle est en 2e secondaire. 2e? Oui, 2e secondaire. Ça veut dire qu'elle doit avoir quitté ou pas repris. Son frère jumeau a 18 ans. Il est en 2e secondaire. Sa sœur cadette a 16 ans. Elle est en 2e secondaire. Dans le fond, tout le monde, qu'est-ce qu'elle explique comme ça? C'est quoi qui est derrière ça? Son petit frère a 11 ans. Il est en 4e année.
voyez-vous? Et puis sa petite sœur, à 5 ans, est en maternelle. Voyez-vous l'impact dans le cas d'Alexandra, l'impact est grave de ces déménagements-là. Elle aime tous les membres de sa famille, mais elle ne connaît pas les membres de sa famille élargie. Et puis, je leur demande aussi si ils sont inquiets pour la santé de leurs parents, etc. Elle dit, les effets de la cigarette commencent à affecter la santé de mes parents, parce que souvent, leurs parents ne sont pas très en santé aussi. Elle n'a pas perdu de parents dans sa vie, elle a vécu la séparation, mais ça s'est bien fait, c'était rien de grave. Elle n'a pas vécu de garde partagée, ni dans une famille recomposée, mais elle a vécu seule avec son père. Alors pour moi, c'est le père qui avait la garde. Et puis, elle ne connaît ni ses parrains, ni ses marraines, elle ne connaît pas ses grands-parents. Elle explique que c'est une situation qui dure depuis longtemps, puis elle n'a jamais bien connu ses grands-parents, ses cousins. Alors, elle se considère en bonne santé, mais elle se considère un peu stressée. Et quand on regarde le questionnaire de l'insertion sociale, je ne le mettrai pas à l'écran, à moins que j'ai le temps. 2 minutes encore. Oui, oui. Regardez, regardez son niveau d'écriture. Considérez-vous que vous ayez une place dans la société? Je veux m'impliquer. Je crois que j'ai ma place. On le voit pas, hein? Eux le voient, même pas nous. OK. Oui, c'est possible. SES. Quand on veut, on peut. ONT. Il faut seulement vouloir. Avec difficulté, TER. Nous devons savoir notre français. Devons DEVON. Lire, écrire, plus il nous faut notre anglais. Sans ton anglais et ton français, c'est très difficile de s'insérer. SES, s'insérer accent aigu. Alors, on voit que cette jeune personne-là, non seulement les nombreux déménagements au primaire l'affectent, mais ça lui occasionne un retard dans les apprentissages qui est quand même assez important. Retard qui est compensé, par ailleurs, par la persévérance à l'éducation des adultes. Mais elle va conclure en disant je lui ai posé la question, admettons que vous ne finiriez pas vos études, ce serait quoi votre possibilité d'insertion sociale? Elle dit, je pourrais aller en formation professionnelle. Probablement pas en ce que j'aimerais. Parce que là, c'est ça, Égide Royer, je viens de m'en souvenir, parce qu'Égide, il parle beaucoup des attestations de qualification, mais ce ne sont pas des diplômes. Les métiers pour femmes, lorsque tu n'as pas un haut niveau d'études, sont beaucoup moins intéressants, moins de choix pour les hommes. Les hommes ont plus de chances de réussite avec un moins haut taux de scolarité. Et elle va dire aussi que plus le temps passe, plus le retard scolaire, le fait de ne pas avoir de diplôme d'études secondaires a un impact sur l'individu. Alors, on voit un peu ce que je voulais vous montrer. J'en ai plusieurs autres récits, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que en procédant à l'inverse, c'est-à-dire en effaçant nos questions pour construire un récit, plutôt qu'utiliser nos questions pour traiter des données, on a un espace où l'adulte peut s'exprimer. Puis en faisant un questionnaire comme ça écrit, ça évite la dérive des enquêtes orales. Parce que quand on fait des questions trop ouvertes avec des personnes qui ont un profil comme ça, ça peut aller à plusieurs endroits et on se met à documenter des résultats qui sont en fait des résultats qui ne sont pas internes à nos objectifs et à nos objets de recherche. Et ce faisant, on peut aussi induire un traumatisme chez la personne qui est interviewée. Alors, voilà, c'est une méthodologie de recherche que j'ai expérimentée, que j'ai trouvée intéressante. Et puis, c'est une méthodologie de recherche qu'on peut mener de façon autonome et qui ne coûte pas très cher. Sauf en temps. Sauf en temps. Merci. Merci beaucoup. Merci.